Je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du CNRS à Annecy, au sein des laboratoires LabTH et LAP, qui sont donc des laboratoires de physique théorique et de physique des particules. Ces deux laboratoires organisent cette année la fête de la science, en distanciel donc. Et donc ils ont pour tutelle le CNRS d'une part, et d'autre part l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je vais donc vous présenter une conférence intitulée « Un voyage dans l'espace et le temps », dont le but est d'expliquer les raisons d'une intense activité en physique théorique concernant des modèles qui possèdent des dimensions supplémentaires. Donc cette conférence a été élaborée par un collectif de théoriciens du LabTH qui inclut Jean-Philippe Guillet, Éric Pilon, Éric Ragoussi et Richard Taillet. Donc, le but de cette conférence est d'expliquer cette intense activité concernant des modèles à dimension supplémentaire. Et à cette fin, je vais retracer l'évolution de la notion d'espace en physique au cours des derniers siècles. La conférence comporte donc 4 parties. Une première durant laquelle j'expliquerai les notions saillantes d'un espace du point de vue mathématique, à savoir le nombre de dimensions, la courbure, et ainsi que le statut de l'espace pour un physicien du XVIIe, XVIIIe siècle tel Newton. Dans une seconde partie, nous verrons comment la relativité des distances et du temps implique de modifier cette notion d'espace pour utiliser un espace-temps rigide et plat, qui est celui de la théorie de la relativité restreinte. Cet espace-temps rigide et plat est utilisé pour décrire les particules et leurs interactions. Hormis la gravitation. Lorsqu'on étudie les phénomènes gravitationnels, on est amené en fait à utiliser un espace-temps souple et courbé par la matière. C'est l'espace-temps utilisé par la théorie de la relativité générale qui décrit les phénomènes gravitationnels. Et enfin, dans une quatrième partie plus spéculative, j'aborderai les modèles de Kaluza-Klein et les modèles de cordes, dont le but est de concilier la description des interactions entre particules et de la gravitation. Et ce sont donc des modèles qui font intervenir typiquement des dimensions spatiales supplémentaires, et nous verrons donc pour quelles raisons il en est ainsi. Qu'est-ce que l'espace ? Alors intuitivement, c'est le cadre de nos déplacements. De manière générale, pour le physicien, c'est le cadre de déplacement des objets qu'il étudie, que ce soit des objets de grande taille, comme des astres, ou des objets de plus petite taille, comme les particules. Du point de vue du mathématicien, il existe de nombreux espaces, distingués par des caractéristiques comme le nombre de dimensions, la courbure, la rigidité. Le physicien, lui, fait un petit peu son marché chez le mathématicien et choisit un espace adapté à la description du problème particulier qui l'intéresse. Par exemple, si je souhaite décrire la navigation des bateaux sur le lac d'Annecy, j'utilise un espace plat. Par contre, si je veux décrire la navigation de bateaux autour de la Terre, je vais plutôt utiliser une sphère. Alors la notion la plus évidente caractérisant un espace, c'est d'abord son nombre de dimensions. Avoir un espace à une dimension, c'est avoir une possibilité de déplacement, en avant, en arrière. Telle la funambule sur son fil. Le fil a eu une dimension. Un espace de dimension 2, lui, va vous permettre de vous déplacer suivant
deux directions. Ceci est illustré sur le plan de New York, d'accord, où on peut se déplacer suivant les rues ou suivant les avenues. Donc pour repérer quelqu'un à New York, on donnera donc deux coordonnées qui sont le numéro d'une avenue et le numéro d'une rue, en disant je suis au croisement de la 5e avenue et de la 32e rue, c'est-à-dire exactement là. Dans le cas de New York, l'espace en question, c'est le plan, c'est plat. Mais tous les objets, enfin tous les espaces ne sont pas de ce type-là. Si on considère par exemple un ballon de basket, où on peut se déplacer le long des parallèles, le long des méridiens, on voit bien qu'on a affaire à une sphère qui est un espace courbé. Dans le cas de la sphère, on peut même dire qu'on a une courbure qui est uniforme, partout la même. Si on imagine, si on remplace le ballon de basket par un ballon de rugby, on voit même qu'on a une courbure qui est plus accentuée au pôle du ballon qu'à son équateur. Donc on a une courbure qui est non uniforme. Donc on peut déjà voir qu'à deux dimensions, il y a une certaine variété d'espaces possibles. Trois dimensions, donc ce sont trois possibilités de se déplacer. Alors, longitudinalement, d'avant en arrière, transversalement, de gauche et de droite, et puis verticalement, donc en haut et en bas. Intuitivement, c'est l'espace de dimension 3, c'est l'espace dans lequel nous vivons. Et ceci est symbolisé sur cette photo, les trois dimensions sont symbolisées sur cette photo par le quadrillage du plafond ainsi que le pilier vertical. Donc nos sens nous disent qu'il s'agit de l'espace dans lequel nous nous déplaçons. Et qui plus est, c'est un espace plat. Alors un espace plat, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de manière générale que la courbure ? Alors plutôt que d'utiliser des notions mathématiques pour ce faire, je vais plutôt l'illustrer par les conséquences, par ses conséquences. Donc sur un espace plat, sur le plan, si on prend deux trajectoires initialement parallèles qui continuent d'évoluer suivant la même direction, ces deux trajectoires donc restent parallèles et ces parallèles ne se croisent pas. Si je me place sur une sphère, donc que je prends deux objets à l'équateur avec deux trajectoires initialement parallèles, donc dirigées vers le pôle, eh bien que se passe-t-il ? Si chacun de ces objets garde la même direction, en fait, les deux trajectoires se croisent au pôle. D'accord ? Donc, voilà. Donc ces deux trajectoires initialement parallèles se croisent. Dans ce cas-là, on dit qu'on a un espace à courbure positive. La situation analogue sur un hyperboloïde, on part avec deux objets situés à l'équateur de l'hyperboloïde, initialement, donc qui ont deux trajectoires initialement parallèles. Donc si chacun de ces objets garde la même direction sur l'hyperboloïde, on obtient, au fur et à mesure de l'évolution, deux trajectoires qui s'écartent, qui divergent. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a une courbure négative. Alors les espaces que j'ai considérés pour l'instant sont des espaces rigides, d'accord, mais en fait, un espace peut être également souple, d'accord, et réagir à son propre contenu, c'est-à-dire au contenu qu'on met dedans, au contenu de matière pour le physicien. Ceci est illustré par ce trampoline, vous voyez, qui est souple et qui réagit donc à la présence de l'acrobate. Alors, quand vous avez un espace, ce que vous aimez faire également, c'est mesurer des distances. Donc, dans la vie de tous les jours, intuitivement, nous mesurons des distances qui sont absolues. Cela veut dire que une distance entre deux points mesurés par deux personnes différentes sera toujours la même. Les deux observateurs seront en accord sur la mesure de la distance effectuée.
Donc j'ai décidé d'illustrer ceci par le mètre étalon que la Convention a fait déposer rue de Vaugirard durant la Révolution afin d'en promouvoir l'utilisation par la population. Donc il y a un autre paramètre important en physique qui est le temps. Alors du temps, nous avons une sensation physiologique, même psychologique, du fait de notre vieillissement. Et de fait, le temps, c'est quelque chose qui permet de paramétrer l'évolution d'un système, que ce soit la désintégration d'un échantillon radioactif ou le vieillissement d'une feuille. Le temps sert aussi à paramétrer le mouvement, en ce sens que le mouvement, c'est une succession de positions prises à des instants successifs. D'accord ? Donc ceci est illustré. Alors, je n'ai pas l'extrait du film, mais vous vous rappellerez sûrement cet extrait des temps modernes avec Charlie Chaplin, qui a une trajectoire, un mouvement au sein des engrenages d'une énorme machine. Alors, donc, de la même manière que les distances sont absolues, la mesure du temps nous semble un absolu. C'est-à-dire que deux personnes chacune avec leur montre seront en accord sur la durée qui sépare deux événements donnés. Donc à ce stade, je suis en mesure de vous brosser un portrait rapide de la physique telle que pensée par Newton par exemple au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc qu'est-ce que la physique, au moins la mécanique newtonienne à cette époque-là ? C'est l'étude d'objets soumis à des forces qui se déplacent dans un espace à 3 dimensions. Cet espace est plat et le temps, les distances sont absolues et le temps absolu sert à paramétrer le mouvement. Donc là, c'est la fin de la première partie, j'ai droit à mon petit verre d'eau. Alors, fait expérimental. Du fin fond de la galaxie nous proviennent des particules très énergétiques qui frappent les couches supérieures de l'atmosphère, quelque part à 60 km au-dessus de nos têtes. Ce faisant, elles interagissent avec les particules présentes dans cette haute couche de l'atmosphère, et ces interactions produisent ce qu'on appelle des muons. Ces muons traversent ces 60 km d'atmosphère à une vitesse proche de celle de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km/s, et sont observés à la surface de la Terre par des appareillages idoines. Ces muons sont des particules qui sont des électrons assez massifs, grosso modo. Ce sont des particules que l'on connaît bien et que l'on sait produire sur Terre dans des accélérateurs et dont on peut mesurer les caractéristiques. En particulier, leur temps de vie au repos, qui est de 2 microsecondes. Et là, vous avez un problème. Parce que si vous multipliez le temps de vie de 2 microsecondes par la vitesse 300 000 km/s, vous obtenez une distance de vol de l'ordre de 600 mètres. Et non pas 60 km, l'épaisseur de l'atmosphère. Donc vous voyez qu'entre les deux, il y a un facteur 100. Ce n'est pas une histoire de décimale, il y a vraiment un problème entre le temps de vie, la vitesse et la distance parcourue. Alors, que savons-nous ? Le point de vue de l'observateur terrestre. Que sait-il ? Il voit un muon, donc produit à 60 km, donc il parcourt ces 60 km, et il le mesure à une vitesse de 300 000 km/s. Donc pour l'observateur terrestre, la seule possibilité, c'est que le temps de vie que le muon ait une durée de vie plus longue que sa durée de vie au repos. Et de fait, c'est ce qui se passe. Le muon en mouvement a une durée de vie plus longue qu'au repos, parce que le temps s'écoule différemment selon que le muon est au repos ou pas.
Le point de vue du muon maintenant. Donc, pour lui, pas de doute, sa durée de vie, c'est 2 microsecondes. Il est au repos par rapport à lui-même. Il voit la Terre s'approcher à la vitesse de la lumière. Donc la seule possibilité pour lui, c'est que, en fait, l'atmosphère terrestre est moins épaisse que les 60 km vus par l'observateur terrestre. Et effectivement, pour lui, ce sont les longueurs sont la longueur de l'atmosphère, l'épaisseur de l'atmosphère est contractée. Et donc vous voyez que, suivant ces deux points de vue, en fait, on est obligé d'abolir l'idée de temps absolu et de distance absolue. Alors afin que les deux points de vue de l'observateur terrestre et du muon soient compatibles, et soient compatibles en particulier avec l'existence des deux événements, production du muon et observation du muon, eh bien, on doit remettre en cause ces idées de distance et de durée absolue, mais on doit les remettre en cause de manière coordonnée, de manière cohérente. Et c'est ainsi que Einstein a créé la théorie de la relativité restreinte, qui utilise un espace-temps à 4 dimensions, donc qui inclut une dimension de temps. Cet espace-temps est rigide et plat. Alors, donc, dans cet espace-temps, il y a quand même un absolu qui est une notion d'intervalle espace-temps qui permet de rendre compte de manière cohérente des phénomènes dont je viens de parler. Alors, l'exemple des muons cosmiques qui ont une vitesse proche de celle de la lumière pourrait laisser croire que la relativité restreinte est une théorie qui ne s'applique qu'à des vitesses élevées, proches de celle de la lumière. Ça n'est pas le cas. Au contraire, la théorie de la relativité restreinte s'applique pour toutes les vitesses, et c'est notre idée préconçue d'espace et de temps absolu qui n'est en fait qu'une approximation de la réalité. Et une expérience le montre. Si vous mettez, par exemple, si vous synchronisez 2 horloges, que vous en mettez une sur un avion quand l'autre reste à l'aéroport, si cet avion, avec son horloge, parcourt un tour de la Terre et revient à son point de départ, on est capable de mesurer une légère désynchronisation entre les 2 horloges au retour de l'avion. Alors, de manière générale, la théorie de la relativité restreinte est également vérifiée de manière quasi quotidienne et très précise dans les accélérateurs de particules. Alors, nouveau fait expérimental, maintenant, la croix d'Einstein. Donc la croix d'Einstein, c'est cette image de 5 taches lumineuses que je vais vous expliquer maintenant. Donc au centre, vous avez une galaxie proche de nous, et autour de l'image de cette galaxie, vous avez 4 images d'une même galaxie plus lointaine que la première. Alors, que nous dit cette image ? Si l'espace est plat, un rayon lumineux se propage en ligne droite. C'est ce qui explique que, n'existant qu'une ligne droite entre un objet lumineux et mon œil, j'observe par exemple une seule image d'une étoile donnée. J'observe une seule image de la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie proche de la nôtre. À l'évidence, l'existence de 4 images différentes pour un même objet situé au-delà de la galaxie proche indique que quelque part l'espace n'est pas plat. Donc s'il n'est pas plat, c'est que quelque part il est courbé. Si on avait eu un espace plat, en fait, que se serait-il passé ? On aurait vu
simplement l'image de la galaxie proche qui aurait fait écran à l'image de la galaxie lointaine. Donc l'espace est courbé. Alors, en l'absence de la galaxie proche, assez intuitivement, on aurait donc eu une seule image de la galaxie lointaine. C'est donc que l'espace est courbé visiblement par cette galaxie proche, et il est courbé au voisinage de cette galaxie proche. Donc d'une manière ou d'une autre, l'espace réagit par sa courbure à la présence de cette matière constituée par la galaxie proche. Et donc, nous avons non seulement un espace courbe, mais qui n'est pas rigide. Donc s'il n'est pas rigide, c'est qu'il est souple. Alors de la même manière, il existe des perturbations d'image qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. Alors ici, vous avez en jaune les images de galaxies qui forment un amas. Et en bleu, vous avez différentes images d'une galaxie plus lointaine que l'amas et dont le parcours des rayons lumineux est tellement perturbé par la courbure de l'espace en traversant l'amas de galaxies que nous apparaissent que l'image de cette galaxie lointaine en fait est formée par tout cet ensemble de taches bleues. Et ça nous montre en fait que la courbure à la traversée de l'amas de galaxies est très peu uniforme. Donc l'espace en fait est souple et sa courbure n'est pas uniforme en général. Et donc cet espace, d'une manière ou d'une autre, répond à la présence de matière. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir quelle est la caractéristique de la matière qui courbe l'espace. Alors visiblement, cette courbure, elle a à l'intérieur d'un amas de galaxies, en fait, vous avez des distances qui sont très grandes, évidemment astronomiques. Et la seule quantité, le seul phénomène que l'on connaisse en physique qui porte des interactions sur d'aussi grandes distances, c'est la gravitation. Et la caractéristique de la matière qui induit la gravitation, c'est la masse. Donc en fait, on est naturellement amené à penser que l'espace réagit à la masse de la matière. Donc que l'espace est courbé par la masse de la matière. Alors, on a appris à penser via la relativité restreinte que en fait, on doit utiliser un espace-temps. Et donc, si l'espace, par sa courbure, réagit à la gravitation, on est aussi amené à penser intuitivement que le temps également va être déformé d'une manière ou d'une autre par la gravitation. Alors on est capable de faire une expérience sur Terre analogue à celle de l'horloge portée dans l'avion. Donc une expérience pour mesurer la déformation du temps due au champ de gravitation. Ceci c'est possible parce que nous avons des horloges très précises constituées par les atomes qui émettent des raies lumineuses à des fréquences très précises. Donc une fréquence, c'est un nombre d'oscillations par unité de temps. Si on observe donc une distorsion de fréquence dans les raies lumineuses émises par un atome, c'est qu'on aura observé une distorsion du temps. Alors Pound et Repka, dans les années 60, ont fait une telle expérience en disposant deux horloges atomiques, deux systèmes atomiques, l'un au pied d'une tour et l'autre en haut d'une tour. Alors pourquoi ? C'est parce que le champ de gravitation en haut de la tour est plus faible qu'en bas de la tour. Et ils ont comparé les raies lumineuses émises par les échantillons atomiques en haut et en bas de la tour
et constater une différence de fréquence pour une raie lumineuse particulière. Et donc ils ont mis en évidence que même sur Terre, le champ de gravitation distord le cours du temps. On peut donc faire un résumé de ce qu'est la relativité générale, qui est donc la théorie d'Einstein qui régit les phénomènes gravitationnels. Donc il existe un lien entre gravitation et géométrie de l'espace. L'espace-temps est faiblement élastique, il réagit, en fait il est courbé par la masse de la matière qu'il contient. Donc c'est très différent dans le principe de la théorie de Newton pour les phénomènes de gravitation. Pour Newton, les astres sont soumis à une force gravitationnelle induite par la masse des autres des astres voisins, et ils se meuvent dans un espace-temps plat soumis à ces forces-là. Dans la théorie de la relativité générale, l'espace est courbé par la masse des astres qu'il contient, et ces astres suivent des géodésiques, certaines trajectoires très particulières de cet espace. Alors de la même manière que la relativité restreinte s'applique à toutes les vitesses, la relativité générale s'applique à toutes les masses. On pourrait croire par exemple qu'en fait la théorie de Newton est valable pour les masses moins élevées et que la théorie de la relativité générale l'est pour les masses plus importantes comme celle des galaxies. En fait non, la théorie de la relativité générale est valable et la théorie de Newton est une approximation de la relativité générale. Par exemple, cela peut se voir déjà dans le système solaire grâce à la précession du périhélie de Mercure. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? La théorie de Newton fait une prédiction générique pour l'orbite d'un astre autour du Soleil. Donc l'orbite de cet astre, c'est une ellipse stable. Alors en fait, cette ellipse est perturbée par les astres qui sont autour de Mercure en particulier, donc les autres planètes du système solaire, Vénus, la Terre, etc. Et l'astronome Le Verrier, au XIXe siècle, a calculé les perturbations de l'orbite de Mercure dues aux autres planètes du système solaire. Et ces perturbations font précesser l'orbite de Mercure, c'est-à-dire modifient le grand axe de l'ellipse au cours du temps qui tourne. Et donc Le Verrier a calculé cette précession et il a constaté en observant Mercure une précession résiduelle inexpliquée de l'ordre d'un tour pour 13 millions de révolutions. En 1915, Einstein a obtenu précisément cette précession résiduelle de la théorie de la relativité générale. Alors, la théorie de la relativité générale a été aussi appliquée à la trajectoire d'un système binaire composé de deux pulsars. Donc, ce sont deux étoiles en fin de vie qui ont la propriété d'émettre des rayons lumineux dans certaines directions. Lorsque nous avons la chance que la Terre soit dans la direction de ce rayon lumineux, le pulsar est comme un phare dont on peut reconstruire la trajectoire en observant les pulses lumineux qui nous arrivent de temps à autre. Et donc, depuis 50 ans, on observe un pulsar binaire et donc dont on a pu reconstituer la trajectoire sur ce laps de temps. Et cette trajectoire est en parfait accord
avec la théorie de la relativité générale. Et cette trajectoire montre en fait que le système de ces deux pulsars binaires a tendance à s'accélérer quand les deux pulsars ont tendance à se rapprocher. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système perd de l'énergie. Et la raison de la perte d'énergie, c'est l'émission d'ondes gravitationnelles, qui sont donc des petites perturbations de l'espace-temps. Alors, récemment, en 2015, ces ondes gravitationnelles ont été observées pour la première fois grâce aux expériences LIGO et Virgo, auxquelles participe une équipe du LAP. Alors ces expériences, ce sont des interféromètres terrestres dont on a pu mesurer une variation de longueur du bras au passage de l'onde gravitationnelle dont je viens de parler. Et ces ondes gravitationnelles, en fait, sont émises par des systèmes binaires, mais cette fois des trous noirs binaires qui sont donc dans un moment de l'évolution de leur système qui correspond à la fin de l'existence du trou noir binaire en vue d'obtenir une fusion de ces deux objets. Et donc ce sont les ondes gravitationnelles émises à cet instant assez cataclysmique qui sont observées sur Terre par ces expériences LIGO et Virgo. Dans quelques années, on espère utiliser l'expérience LISA, qui est un interféromètre spatial, celui-là, où on mesurera les variations de distance entre des satellites bien placés dans l'espace autour de la Terre. Donc, ce sujet des ondes gravitationnelles mériterait en soi une conférence que je ne vais pas faire. C'est simplement, je vous dirais que nous assistons en ce moment à la naissance d'une nouvelle branche d'astronomie, une branche de l'astronomie qui se passe de la lumière et qui est purement gravitationnelle. Petite pause. Alors donc, on peut faire un résumé de la physique, de ce type de physique en tout cas en ce moment. On a d'une part une physique des particules et interactions élémentaires qui utilise un espace-temps à 4 dimensions, plat et rigide. Par ailleurs, on a une théorie de la gravitation qui utilise un espace-temps quadridimensionnel, courbe et souple, qui est déformé par la masse de son contenu. Puisqu'on s'attend à ce que la gravitation affecte également les particules, les physiciens souhaitent réconcilier ces deux descriptions, en particulier au niveau de l'espace-temps. Et donc, certains modèles utilisés pour essayer de le faire, en fait, sont des modèles qui possèdent des dimensions spatiales supplémentaires et donc qui abandonnent même l'idée d'espace quadridimensionnel. Alors le premier de ces modèles, c'est le modèle de Kaluza et Klein. Donc en 1917, Kaluza, qui étudiait la théorie de la relativité générale, donc nouvellement parue, s'est aperçu que la théorie en fait de la relativité générale peut être définie aussi bien en 4 qu'en 5 qu'en 6 dimensions. Et il a eu l'idée de la considérer en 5 dimensions
tout en distinguant une dimension parmi les 5. Et donc il a observé que la gravité en 4 plus 1 dimension, en fait, vous permet d'obtenir la gravité en 4 dimensions d'une part, et d'autre part, l'interaction électromagnétique en 4 dimensions également. Le problème de cette idée, c'est que fait-on de cette 5e dimension que l'on n'observe pas ? Alors un raffinement a été élaboré par Klein quelques années plus tard pour rendre la dimension supplémentaire inobservable et donc compatible avec ce qu'on ressent de l'espace. Voilà, je reviens et donc je vous explique. Donc voilà, là j'ai dans les mains un espace à 2 dimensions, c'est une feuille de papier, hein. Donc j'ai une dimension ici, ce bord, et une dimension ici, suivant ce bord. Je reprends, donc une dimension ici, suivant ce bord, et une dimension ici, suivant ce bord. Donc compactifier, ça revient à former un cercle avec une des 2 dimensions, d'accord ? Donc la dimension qui était infinie, qui s'étendait de manière infinie, en fait, devient un cercle qui a une taille finie. Et si je m'amuse à réduire le rayon de ce cercle, je finis par ne plus pouvoir distinguer le cylindre ainsi formé d'un simple fil, d'accord ? Et donc, à la fin de l'histoire, on n'observe plus, on n'a plus l'impression de voir que cette dimension macroscopique là. Et donc on a réduit, on a l'impression d'avoir réduit l'espace de 2 dimensions à 1 dimension. En tout cas, on a rendu inobservable la dimension supplémentaire. Alors le raffinement de Klein, il a une conséquence inattendue. C'est que, donc je l'ai symbolisé ici, en fait, vous voyez, vous avez un espace plat à 2 dimensions symbolisé par le quadrillage, et en chaque point, en chaque maille du quadrillage, j'ai rajouté un petit cercle qui symbolise la dimension supplémentaire. Donc ce raffinement de Klein, il a une conséquence inattendue, c'est que l'existence de ce petit cercle, en fait, permet de quantifier la charge électrique, qui est quelque chose que l'on observe dans le monde réel. Les particules dans le monde réel ont des charges quantifiées qui sont des multiples ou des fractions de celles de l'électron, mais des fractions bien déterminées. Alors il existe évidemment entre les particules d'autres interactions que l'électromagnétisme, puisqu'on a l'interaction faible, on a la chromodynamique quantique, et on peut, de la même manière qu'on l'a fait pour l'électromagnétisme, on peut étendre le modèle de Kaluza-Klein avec d'autres dimensions supplémentaires afin d'inclure les autres interactions entre particules. Et de fait, ceci peut se faire parce que le nombre de dimensions supplémentaires à ajouter dans ce type de modèle n'est pas contraint. Donc on peut en mettre autant qu'on veut. Finalement, l'idée de Kaluza-Klein est abandonnée sous cette forme parce que le contenu de matière, le contenu en particules de ces modèles, en fait, n'est pas en accord avec la matière, avec les particules observées dans notre monde. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut se pencher on peut essayer d'utiliser un autre type de modèle, qui sont les modèles de cordes. Ces modèles de cordes ont la particularité d'abandonner la notion de particules ponctuelles pour celles de cordes, qui sont des cordes vibrantes se propageant dans l'espace-temps. Et à chaque mode de vibration d'une telle corde, en fait, correspond une particule. Typiquement, quand vous avez des cordes ouvertes comme ça, vous pouvez générer des interactions aussi qui correspondent à l'électromagnétisme, à l'interaction faible, alors que quand vous avez une corde fermée de ce type-là qui oscille,
vous pouvez engendrer la gravitation. Donc vous avez un formalisme qui contient aussi bien la gravitation que les particules et leurs interactions. Alors sous cet aspect, sous cet abord très engageant, en fait, les modèles de cordes cachent une réelle complexité. Hein. Je ne vais pas dire que c'est un sac de nœuds, mais j'en suis pas loin. En particulier, par nécessité mathématique, ces cordes vivent dans un espace à 10 dimensions. Ce qui veut dire que, pour que la théorie soit cohérente, il existe 6 dimensions supplémentaires. Hein. Donc je répète, c'est bien une contrainte mathématique. Et donc le problème, c'est un petit peu le même que dans le modèle de Kaluza-Klein, c'est comment les rendre, comment les concilier avec le monde tel qu'on l'observe. Alors la réponse à ça, c'est que ces 6 dimensions supplémentaires, vues des 4 dimensions restantes, modifient la physique du modèle. Alors si je prends l'exemple de 2 dimensions parmi ces 6, l'idée de Kaluza-Klein qu'on va réutiliser ici, c'est celle de compactifier les dimensions supplémentaires. Simplement, à 2 dimensions, vous voyez déjà qu'il y a une grande variété pour ce faire. On peut compactifier 2 dimensions suivant une sphère, on peut les compactifier suivant un tore, c'est-à-dire une bouée avec un trou au milieu, on peut les compactifier suivant un bitore, c'est-à-dire que vous collez 2 tores entre eux et vous obtenez un bitore, etc., etc. Donc vous voyez déjà qu'avec 2 dimensions, vous avez une grande variété de compactification possible. À 6 dimensions, évidemment, cette variété va être encore plus importante. Et donc, vous avez une pléthore de modèles possibles entre lesquels il est difficile d'obtenir la physique que l'on observe dans le monde réel. Alors, pour illustrer cette difficulté, en fait, j'ai illustré la compactification de 6 dimensions d'espace sous cette forme. Ici, vous avez la coupe tridimensionnelle, représentée donc sur l'écran qui est en 2 dimensions. Donc vous avez la coupe tridimensionnelle d'un espace de Calabi-Yau, qui est un espace mathématique assez complexe à 6 dimensions, et qui est prisé des cordistes pour ses propriétés mathématiques particulières. Et donc vous voyez ici, c'est un jeu en mousse qui réalise cette coupe tridimensionnelle, et c'est peut-être la première application de la théorie des cordes. Donc pour certains de ces modèles de cordes, les dimensions supplémentaires ne sont pas forcément de toute petite taille, hein, pour des raisons liées au fait que les interactions ne se propagent pas forcément dans ces dimensions-là. Alors vous pouvez avoir des dimensions qui sont de l'ordre du centième de millimètre. Et ce type de modèle, en fait, est testé actuellement dans les accélérateurs de particules comme ceux présents au CERN. Donc, pour conclure, donc je vous ai présenté l'évolution de la notion d'espace à travers les siècles. Donc, je vous ai montré comment, en physique classique, pour un physicien classique tel Newton, l'espace, en fait, c'est un espace plat, rigide, à 3 dimensions, avec le temps qui joue le rôle de paramètre, que les distances et les durées sont absolues. Ensuite, nous avons vu que la relativité restreinte, en fait, utilise, pour décrire les interactions entre particules, un espace-temps à 4 dimensions, qui est lui-même rigide et plat. L'étude des phénomènes gravitationnels nous a amené Einstein, au travers de sa théorie de la relativité générale, à considérer un espace-temps quadridimensionnel qui lui est élastique et courbé par la masse de la matière qu'il contient. Nous avons ensuite vu que la notion d'espace pourrait subir encore quelques modifications, et sous forme par exemple de dimensions supplémentaires. En fait,
c'est pas tout. L'activité concernant ces modèles à dimension supplémentaire est beaucoup plus importante et elle fait apparaître des notions très différentes. Par exemple, celle d'espace à deux temps, les notions de Bran ou les notions d'espace émergent, par exemple. Voilà, donc la conférence est terminée. Je vous remercie.